Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet fascinant, la socialisation organisationnelle. C'est un peu ce processus, parfois un peu invisible, qui fait qu'on passe du statut de petit nouveau à celui de membre à part entière d'une équipe, d'une entreprise. C'est l'art de devenir un insider. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi vraiment s'intégrer au travail? Au-delà d'apprendre à faire ses tâches, comment est-ce qu'on trouve sa place? Comment on navigue dans la culture, dans les relations, dans tout ce qui n'est pas dit dans une nouvelle boîte? C'est vraiment la question clé qu'on va creuser ensemble. Et pour bien comprendre où on en est aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. Un retour à une époque où l'entreprise était reine et où le travailleur, lui, était surtout vu comme une pièce dans un grand engrenage. Alors voilà, cette image nous transporte directement dans le passé. On est en 1914 et Henry Ford vient de lancer son fameux plan du $5 Day. Ça peut paraître juste une histoire de salaire, mais en fait, c'était bien plus que ça. C'était l'une des toutes premières tentatives à grande échelle de façonner les employés. La philosophie de Ford, elle était limpide. Et on le voit bien ici, pour mieux faire des automobiles, faisons les hommes qui les font. Son plan à $5 par jour, ce n'était pas du tout un cadeau. C'était un véritable outil pour inculquer des valeurs bien précises. On parle de courage, de loyauté, d'américanisme et même de valeurs familiales. L'objectif, c'était qu'en 6 mois, on puisse former ce qu'il appelait un bon ouvrier. L'idée centrale, et c'est ça qui est important, c'est que le travailleur était là pour servir l'entreprise. Heureusement, cette vision des choses n'a pas duré éternellement. Loin de là. On va voir maintenant comment la pensée a évolué pour passer de cette relation à sens unique à quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un dialogue. Cette frise chronologique, elle est super parlante. Regardez, en 1968, on parle encore d'endoctrinement par l'entreprise. 10 ans plus tard, l'idée c'est d'enseigner les bons comportements. Et puis arrive le tournant des années 90. Là, tout change. La main-d'œuvre est plus qualifiée, donc l'accent est mis sur les compétences professionnelles. Et la vraie révolution, c'est en 2003, le processus devient bidirectionnel. Le nouvel arrivant n'est plus juste une page blanche à remplir, il est vu comme une ressource qui apporte quelque chose à l'organisation. Alors, ce tableau, il résume tout ça de manière très claire. D'un côté, l'ancien modèle, le focus était sur l'employé qui doit apprendre et s'adapter, le but, l'endoctrinement. De l'autre côté, le nouveau modèle, là c'est le travailleur et l'organisation qui évoluent ensemble. L'objectif c'est la compétence, bien sûr, mais aussi la contribution mutuelle. On voit bien que la dynamique a été complètement retournée. Alors, concrètement, comment on analyse la socialisation organisationnelle aujourd'hui? Le cadre est devenu beaucoup plus fin, plus nuancé. On peut voir ça un peu comme si on regardait à travers 3 lentilles différentes pour avoir une image complète. D'abord, les phases, c'est le quand du processus, sa chronologie. Ensuite, les antécédents, c'est le comment, les méthodes utilisées. Et enfin, les domaines, c'est le quoi, c'est-à-dire tout ce qu'on apprend concrètement. Alors, ces fameuses phases, quelles sont-elles? Tout commence avant même le premier jour de travail. C'est la socialisation anticipée. C'est là qu'on se fait des idées, qu'on forme ses attentes. Ensuite, vient l'insertion professionnelle. Ça, c'est souvent la période la plus intense, la plus turbulente même. On apprend, on s'adapte sur le tas. Et pour finir, il y a la gestion du rôle. Là, on a trouvé sa place, on la consolide, mais on continue de s'adapter aux changements qui ne manquent jamais d'arriver. Bon, tout ça peut paraître un peu théorique, alors pour rendre les choses plus concrètes, on va prendre un exemple. Un secteur où les enjeux de l'intégration sont vraiment très élevés, le monde de l'éducation. Et il y a cette citation de 2019 qui résume parfaitement le problème. Devenir enseignant va bien au-delà de l'apprentissage des compétences techniques, didactiques et pédagogiques. En gros, ce que ça veut dire, c'est que maîtriser sa matière et savoir comment l'enseigner, ça ne suffit pas pour s'en sortir et s'épanouir en tant que prof. Et regardez ce schéma, il montre cette complexité de façon incroyable. Un jeune enseignant doit jongler avec plein de dimensions en même temps. Il y a le niveau macro, tout ce qui est légal, les politiques éducatives. Il y a le niveau méso, c'est l'école elle-même, son organisation. Et puis il y a le niveau micro, le plus personnel, avec tout le défi psychologique, émotionnel. L'intégration, en fait, elle se joue sur tous ces tableaux en même temps. Alors, la question à 1 million. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Qu'est-ce qui permet une intégration réussie? La recherche moderne pointe vers un facteur clé, un secret qui est souvent sous-estimé. En gros, il y a 2 grandes voies pour l'intégration. D'un côté, ce qu'on appelle le capital humain, ça c'est tout ce qui est formel, qui vient d'en haut, les programmes d'accueil, le mentorat officiel, les formations. Et de l'autre côté, on a le capital social, et là on est dans l'informel, ce qui vient d'en bas. Ce sont les dynamiques qui se créent entre collègues, l'entraide, les réseaux de conseils, le partage de connaissances. Le capital social, pour le dire simplement, c'est donc l'ensemble de toutes les ressources auxquelles on a accès grâce à ses collègues. C'est l'aide, le soutien, l'info qu'on peut obtenir en discutant à la machine à café. C'est vraiment la puissance du réseau informel. Et c'est là qu'arrive la conclusion majeure de la recherche. Accrochez-vous bien. Les programmes formels, ceux qui viennent d'en haut, sont souvent peu efficaces. Ce qui compte vraiment, mais alors vraiment, c'est le pouvoir de ce capital social informel.
Les liens authentiques qu'on tisse avec ses collègues ont beaucoup plus d'impact que n'importe quel programme RH bien ficelé. Et cette citation ajoute une couche de subtilité qui est essentielle. La vertu de la collégialité a été faussement attribuée aux pratiques collaboratives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne faut pas confondre collaboration et collégialité. Forcer les gens à travailler ensemble, ce n'est pas du tout la même chose que de créer un vrai climat de confiance, de soutien mutuel. La collaboration imposée, ça peut même être vu comme une corvée. Alors que la vraie collégialité, ça, c'est un moteur. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une réflexion à avoir. Dans une organisation, quelle qu'elle soit, où est-ce qu'on met l'accent? Est-ce qu'on se concentre sur le capital humain, avec des programmes très structurés, ou est-ce qu'on cherche plutôt à cultiver le capital social, en favorisant les liens informels, la vraie collégialité? La réponse à cette question en dit souvent très long sur la capacité d'une organisation à bien intégrer ces nouveaux membres.